Libye, 1er septembre 1969. Les fils du désert prennent le pouvoir sans verser une goutte de sang. C'est la Révolution blanche. À leur tête, un fils de nomade âgé de 27 ans devenu officier, Mouammar el-Kadhafi. Au cœur de Tripoli, devant une foule enthousiaste, le bouillant colonel lance son premier défi. La révolution se réclame à la fois du socialisme et de l'islam. Douze ans plus tard, le même endroit, rebaptisé Place Verte aux couleurs de l'islam, un jour ordinaire. Une prospérité économique évidente, une atmosphère à première vue paisible. Les immeubles de style colonial évoquent l'Italie, le maître de jadis. Mais partout sur les murs, affiches et slogans vous rappellent que vous avez pénétré dans l'un des hauts lieux de la Révolution mondiale. Le frère leader indique à ses fidèles le chemin à suivre. L'exemple volontaire du chef est là pour ranimer l'ardeur d'un peuple qui a pris l'habitude de considérer avec fatalisme le temps qui passe. Si une chose ne se fait pas aujourd'hui, elle se fera demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Depuis 1977, vous avez renoncé au titre de président, vous avez confié le pouvoir au peuple. Mais aujourd'hui, on continue à voir partout votre portrait. Alors, quel est exactement votre rôle? هذا المعنى الذي أريد أن نحطمه هو هذا، يعني هذا المعنى التقليدي أن الصور الحكام مفروضة على الناس تعلقها، ولكن اللي يجري هنا العكس. Cette conception traditionnelle que le chef de l'État officiel voit ses photos accrochées partout, que nous voulons détruire. C'est déjà, ici, c'est le peuple qui gouverne. هذه الصورة ما هي بالأمر أو بقرار تعلق. Et cette photo هذه الناس اللي تريد أن تعلقها تعلقها. N'est pas affichée par un décret ou par une décision officielle. Les gens sont libres de le faire ou non. أنا شخصياً حارب في صورتي يعني ضد Et moi, personnellement, je combats ma propre photo. على حال أنا السلطة عند الشعب. Comme vous l'avez dit, le pouvoir est aux mains du peuple. Quant à mon rôle, à moi, il se limite à diriger la révolution, à guider la révolution et à inciter le peuple à la pratique révolutionnaire. C'est sous la tente que Mouammar Kadhafi nous a reçus, à la manière des Bédouins. Dans le 5e cavalier, titre d'un célèbre roman de politique fiction, Kadhafi avait pris les traits terrifiants d'un homme qui met le monde en danger. De cet homme tant redouté et si bien protégé, voici le palais et le décor quotidien à l'heure du thé de menthe. Ce nouveau prophète mène une vie austère. Il ne boit pas, ne fume pas et accomplit chaque jour les saints prières rituelles du musulman. Pour une certaine jeunesse dans le monde arabe et au-delà, c'est un penseur, un visionnaire. Adoré ou détesté, pour tous il demeure une énigme. C'est après 36 ans de domination italienne et 18 ans de monarchie que la République a été proclamée par les jeunes officiers en colère. Le règne du vieux roi Idriss, mis sur le trône par les Anglais, est révolu. L'arabe devient seule langue officielle. Les églises sont fermées, l'alcool prohibé.
Leurs terres et leurs maisons confisquées, les Italiens, au nombre de 25 000, doivent quitter le pays. À leur tour, les troupes britanniques et américaines s'en vont. Les banques et les compagnies pétrolières sont progressivement nationalisées. En politique étrangère, Kadhafi reprend à la mort de Nasser le vieux rêve de l'unité arabe. À l'Égypte de Sadat, au Soudan, à la Syrie, à la Tunisie, au Tchad, puis à nouveau à la Syrie, il proposera inlassablement une union politique. Mais chaque tentative se soldera par un échec. L'Égypte, plus tard, choisira le camp américain et le rapprochement avec Israël. Après la signature des accords de Camp David, Sadat devient le traître numéro 1. L'unité arabe passe aussi par le combat contre Israël. Kadhafi fait front commun avec les dirigeants les plus durs, hostiles à tout compromis. Le président syrien Hafez el-Assad et le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat. En 1977, c'est à son peuple que Kadhafi lance un nouveau défi. Il renonce à son titre de président et proclame la Jamaïria, un mot nouveau qu'il a inventé lui-même et qu'on peut traduire par l'état des masses. C'est le peuple qui exerce directement le pouvoir, dit Kadhafi, mais tout en haut, le frère leader veille et guide les masses sur le bon chemin de la révolution. Admettez-vous qu'on exprime dans votre pays des opinions différentes des vôtres? Bien sûr, je l'admets personnellement en tant que personne. Mais il est difficile maintenant d'introduire des idées contraires au pouvoir du peuple qui est désormais dans les mains des peuples qui disposent et de la richesse et des armes et de la liberté dans ce pays. أولاً التسليم بأن تكون السلطة للشعب وبأن يقوم المجتمع الجماهيري. Mais dans l'acception de ce fait, c'est-à-dire le triomphe des masses populaires qui doivent disposer de toute leur destinée et de tout le potentiel du pays, tout le monde est libre d'exprimer toutes les idées qu'il veut. Mais que cela soit, étant dans ce cadre, dans les congrès populaires de base. كل واحد حر يطرح آراءه ولكن يطرحها في المؤتمرات الشعبية. Ces congrès populaires de base ont lieu une fois par année dans chaque quartier et chaque village. Ils se réunissent dans une école ou sous une tente durant une semaine. Le quartier élit ses représentants locaux. Chacun peut ensuite, s'il le désire, poser des questions ou exprimer des critiques aux responsables des affaires publiques. Bonjour. En réalité, la question ne se pose pas en termes de secteur public ou de secteur privé. Je connais le secteur public. Il ne fait que refléter la vie des fonctionnaires qui prennent des décisions bureaucratiques. De toute façon, au bout de 4 ou 5 ans, un fonctionnaire, quelle que soit sa bonne volonté, sera absorbé par le système. Inspiré de l'ancienne Jemaah, l'Assemblée bédouine, le Congrès populaire est sans doute l'aspect le plus original de cette démocratie directe, dont les Libyens font aujourd'hui l'apprentissage sous les spots de la télévision qui diffusent les débats en direct. Nous ne voulons pas de retraite. Tant que l'homme peut bouger, marcher, même lentement, il doit travailler. Moi, si j'arrive à 80 ans et que je suis malade, je préfère mourir plutôt que de ne rien faire. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est celui du travail des étudiants. Il a été décidé que pendant leur formation, les étudiants doivent contribuer à l'effort national par le travail. Malheureusement, la majorité d'entre eux est dirigée vers l'administration. Ceci n'est pas satisfaisant.
D'abord parce que ça désorganise le fonctionnement des administrations et ensuite parce que c'est un travail qui n'est pas productif. Alors je suggère que nous, étudiants, nous soyons affectés à des tâches productives. Dans l'économie, le pouvoir a été également transféré au peuple. Les ouvriers élisent des comités populaires pour gérer les entreprises. La difficulté reste toujours de choisir les gens les plus compétents. L'autogestion, pour l'instant, n'a pas corrigé l'une des faiblesses du régime, la lenteur administrative et le règne de la bureaucratie. Tout membre d'un comité populaire doit appartenir à l'Union socialiste arabe, seule organisation politique reconnue. Les autres partis sont interdits. C'est au pétrole que Kadhafi doit sa fulgurante ascension. 1 million de dollars à l'heure et des réserves pour au moins 50 ans. L'or noir constitue 99% des exportations. La Libye ne vit que par le pétrole. À l'époque du roi Idriss, il était encore possible de filmer librement les champs pétroliers, comme en témoignent ces images ramenées en 1969 par une équipe de la télévision romande. Aujourd'hui, les ports et les installations pétrolières sont gardés comme des zones militaires où il est interdit de filmer. Toute prise de vue clandestine peut vous conduire en prison. Avec le recul, on savoure cette affirmation péremptoire du consul de France faite en 1955. Les experts sont formels, disait-il, la Libye n'a pas une seule goutte de pétrole. Vaste comme 4 fois la France, le pays ne compte que 3 millions d'habitants, répartis pour la plupart sur la côte, dans les zones cultivées. Au-delà, c'est le désert, un désert immense, sans fin que les grandes puissances avaient abandonné, l'estimant inculte et sans ressources naturelles. À cette terre aride, Kadhafi le Bédouin a jeté un défi, puiser de l'eau dans ses entrailles pour la faire reverdir. Aujourd'hui, à coups de milliards, on irrigue le sable. Dans ces immenses grains de beauté qui défilent sous l'avion, le blé a germé. À l'aide de la technologie américaine, on fait 2 récoltes par année. Mais le blé produit revient pour l'instant plus cher que celui qui est acheté à l'étranger. Peu importe, il faut coûte que dans 10 ou 20 ans, le pays se suffise à lui-même. Avec frénésie, la Libye veut rattraper son retard. En 12 ans, 8000 km de routes et d'autoroutes ont été construits. Des contrats fabuleux sont signés avec des compagnies occidentales, indiennes ou japonaises. Tripoli a l'allure d'un immense chantier où poussent comme des champignons les grands hôtels qui accueilleront les délégations africaines, arabes ou révolutionnaires qui se bousculent dans la capitale. Sur les chantiers, pas ou peu de Libyens. Et si les maîtres d'œuvre de ces nouvelles tours de Babel ont la plupart du temps la peau blanche, ici par exemple des ingénieurs suédois, les ouvriers, eux, viennent de beaucoup plus loin, de Thaïlande ou des Philippines, par charter. Les bidonvilles, cette lèpre des agglomérations du tiers-monde, ont totalement disparu. Les gourbis ont cédé la place à des quartiers de HLM. Et si le décor obéit désormais aux normes standards de l'Occident, la façon de vivre, elle, reste tout imprégnée des habitudes locales. C'est le méchoui qui annonce toujours les festivités, et quand un Libyen vous annonce fièrement « j'ai 3 enfants », cela veut dire qu'il a 3 fils, les filles ne figurant pas encore au décompte familial. La démographie est galopante, mais des écoles attendent tous les enfants.
Qu'est-ce qui a changé pour vous en passant du gourbi à l'appartement? Tous les gens que vous voyez vivre dans ce quartier, avant la révolution du 1er septembre, ils vivaient dans des conditions misérables. C'est grâce à la révolution qu'il y a eu un changement. Les gens vivent mieux en ayant accès au bien-être. Avant, le Libyen vivait dans le besoin. Aujourd'hui, ses conditions de vie se sont beaucoup améliorées, avec des logements convenables, des supermarchés et des automobiles. L'éloge du régime est permanent, les mérites de la révolution constamment répétés devant l'étranger ou l'inconnu. La critique ne s'exprime que sous forme de plaisanterie et de préférence en italien ou en anglais. Prudence, les murs ont parfois des oreilles. L'économie reste vulnérable. Tout dépend du pétrole, donc de l'étranger. Depuis l'an passé, l'avenir s'est assombri. Les pressions américaines et la baisse du prix de l'or noir ont conduit à l'annulation de grands projets. La prospérité de votre pays est bâtie sur le pétrole. Si les revenus pétroliers diminuent, pourrez-vous poursuivre et renforcer le développement économique et social du pays? طبعا لا نستطيع أن ننمي بلادنا ونطورها بالحقيقة إذا تضررت ثروة النفط التي نعتمد عليها. Bien sûr que nous ne pouvons pas continuer à développer notre pays comme nous l'entendons si notre patrimoine pétrolier est touché à ce point. وهذا ما تريده الإدارة الأمريكية لشعبها. C'est en fait ce que l'administration américaine veut à notre peuple, qui est un peuple libre. Elle veut que son développement soit réfréné. Elle veut l'empêcher de s'industrialiser. Elle veut l'empêcher de continuer ses victoires contre le désert ici par le projet agricole qu'il fait. Et il veut l'empêcher de construire ses écoles, ses logements et le garder dans l'arriération pour justement qu'il finisse par s'agenouiller devant la volonté de l'administration américaine. ولهذا امتنعت عن شراء النفط الليبي وسحبت الشركات. C'est pour cela que l'administration américaine a stoppé ses importations de pétrole libyen, a retiré ses compagnies pétrolières de Libye. Elle a également empêché l'exportation de matériel pour les champs pétroliers en Libye et a perpétué des pratiques absolument inhumaines et même d'un comportement primitif, je dirais, contre ce petit peuple libyen, ce peuple qui ne veut que développer ses ressources et sortir de l'arriération. عملت كل هذه الأعمال الإنسانية ضد هذا الشعب الصغير. Défi économique aussi, en plein Orient, dominé par le bazar et le petit commerce, Kadhafi a nationalisé. Étincelant, les supermarchés s'élèvent, fleurons du régime. Dans cette caverne d'Ali Baba où presque tout est importé, la pensée du frère leader côtoie les appareils les plus modernes. Alléché par les prix, on vient de loin pour se ravitailler. Au moment de payer, plus de marchandages ni de palabres, mais des prix fixes. Les vieilles habitudes sont bousculées. Comment fixez-vous le prix des marchandises?
C'est fixé par la société nationale. C'est pas à nous, c'est nous, on est là pour vendre juste la marchandise. On n'a pas à fixer de prix. Mais pourquoi est-ce que ces marchandises paraissent bon marché? Bon marché parce que c'est le prix fixé par le gouvernement, si on veut dire, par comment dirais-je, le ministère de l'économie nationale. Est-ce que certains produits sont subventionnés? Oui, oui, exactement. Lesquels, par exemple? Le sucre, par exemple, le café, le thé, les vêtements, la plupart des produits. La dernière étape de la révolution économique a été de supprimer le commerce privé. Dans le commerce privé, il y a la notion de responsabilité privée, de responsabilité personnelle, qui disparaît lorsque c'est l'État qui prévoit tout et qui fait tout. Ne craignez-vous pas de faire de votre pays un pays de fonctionnaires? Ceci est un fait dans le régime communiste dont vous parlez, dans le régime marxiste. Ici, c'est un régime des masses, un régime jamaïen qui est différent. Il n'est pas capitaliste, mais pas communiste non plus. Les commerçants qui étaient dans le privé, dans le temps, ne se sont pas transformés en fonctionnaires d'État. Ils ont été transférés dans des secteurs productifs, mais sans exploitation de l'un à l'autre. Et de toutes les manières, le commerce est un aspect d'exploitation qui doit disparaître. Si nous voulons créer une société épurée de toute exploitation et égalitaire. Que faisiez-vous avant d'être dans le supermarché? قال لك شنو كنت تشتغل قبل تخش كنت نشتغل السوق؟ مع تاجر. لا انت بنفسك تاجر. أنا لا موظف، لا موظف معه. Il était, comment dirais-je, ouvrier c'est un grand commerçant lui-même. Et qu'est-ce que ça a changé pour lui, la قال لك شنو يتغير nationalisation? عندك بالنسبة لك تغير انت؟ لنا طبعا بالنسبة لعملية الأسواق هذه اللي هي تجربة جديدة. C'est une nouvelle expérience. Parce qu'avant, les commerçants privés exploitaient le peuple. Lui, il est content, mais est-ce que son patron, celui qui possédait le petit commerce, est-ce qu'il est content aussi? Bien sûr, mon ancien patron n'est pas content, parce qu'il n'a plus les bénéfices qu'il tirait de son commerce. Maintenant, tous les bénéfices sont pour le peuple libyen. Avant, il ne travaillait pas et il gagnait de l'argent. Maintenant, il n'y a plus de profit individuel. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, son ancien patron? قال لك شنو يدير عرفك توا اللي كنت انت معه؟ Je ne sais pas. Il se peut qu'il travaille dans une autre société. La suppression du commerce privé a fait des milliers de mécontents. De même, la réduction autoritaire des salaires les plus élevés a suscité la grogne des hauts fonctionnaires et des cadres. Heureusement que parfois le bakshish, pourtant interdit, rétablit l'équilibre. Longtemps tenu à l'écart des délices de l'abondance, tout un peuple s'abandonne aujourd'hui à sa soif de consommer. Peut-on encore être révolutionnaire quand on a assez d'argent, un logement gratuit, parfois 2 voitures, 3 vidéos ou télévisions, et l'école et les soins gratuits? En effet, un homme avec ces données peut ne pas être révolutionnaire. C'est un genre de vie qui ne crée pas l'homme révolutionnaire.
C'est pour ça que le livre vert est un livre valable dans un pays pauvre, dans un pays qui souffre de la pauvreté, qui souffre du chômage, qui souffre du fait qu'il y ait des millions d'exploités et d'exploitateurs et de réactions dans ce pays. Les Chinois ont eu leur petit livre rouge. Les Libyens possèdent leur livre vert, recueil de la pensée politique, économique et sociale du frère leader. Abondamment traduit, il est distribué à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. Ses principaux slogans accompagnent la population dans sa vie quotidienne. Des comités populaires partout. Les parlements sont la falsification de la démocratie. La maison appartient à celui qui l'occupe. Être maître de ses besoins pour être libre. Défi aux idéologies, Kadhafi impose à cette société tirée du Moyen-Âge et qui fait irruption dans le XXe siècle, un code de conduite vieux de 1400 ans, le Coran. La première révolution, celle qui s'opère à l'intérieur des consciences, n'a-t-elle pas sa source dans le texte saint, dont un verset dit « Allah ne modifie pas ce qui se trouve dans un peuple avant que celui-ci ait modifié ce qui est en lui. » En 1971, la loi islamique est rétablie. Comment la justice est-elle rendue? Le Coran est désormais à la source du droit libyen. Les lois relatives au vol, à l'assassinat, à l'adultère, à la diffamation, à l'usure, à la consommation de drogue et d'alcool ont été révisées dans l'esprit du texte saint. توفيق محمد مخلوف توفيق محمد مخلوف محمد علي عبد السلام الزيت محمد علي عبد السلام. المحكمة تقرر التأجيل لجلسة يوم 19/5/82. L'organisation de la justice est placée sous l'autorité des comités populaires, mais les sentences ne sont jamais rendues par le peuple directement, toujours par des magistrats professionnels. لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي أو عقلي ومدى تأثيره على قوة الشعور والإرادة لديه حيث أفادني المكلف بالدفاع عنه بأنه يعاني من مرض نفسي وسبق له دخول مستشفى الأمراض النفسية والعقلية. Dans les procès pénaux et civils, les accusés sont défendus par des avocats, dont les cabinets ont été nationalisés. Ils sont aujourd'hui des fonctionnaires du secrétariat à la justice. Lors de cette audience, plusieurs accusés reconnus non coupables des charges qui pesaient sur eux laissent éclater leur joie. La Libye a pris soin d'éviter les aspects barbares que comporte parfois la loi coranique. D'après le Coran, on doit couper la main d'un voleur. Est-ce que c'est pratiqué ici? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul cas de main coupée. Jamais on n'a eu les preuves irréfutables qui auraient permis de prononcer cette sanction. De toute façon, la loi coranique précise bien qu'on ne coupe la main que pour des vols bien précis. Ce n'est pas valable pour n'importe quel vol. De plus, il faut deux éléments. Le premier, que le bien dérobé soit un bien public. Le deuxième, c'est que le voleur ne soit pas dans le besoin. En outre, cette règle n'est applicable, selon le Coran, que dans une société où il n'y a pas de pauvres, pas de nécessiteux et pas de chômeurs. Ce qui, actuellement, n'est pas le cas en Libye. Par conséquent, ce châtiment n'est pas appliqué.
Dans ce régime où, selon la formule consacrée, le peuple a pris en main sa destinée, y a-t-il des prisonniers politiques? Il n'y a pas de prisonniers. Il y a quelques procès politiques, en instance. Donc il confirme qu'il n'y a pas des gens en prison pour des délits d'opinion. Moi, je ne connais que ce qui se passe à l'intérieur du tribunal. Ailleurs, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a alors à l'extérieur de la justice? Pour moi, il n'y a que des dossiers. Lorsqu'il y a des dossiers, il y a des cas. Lorsqu'il n'y a pas de dossier devant moi, il n'y a rien. Les dossiers d'Amnesty International sont plus accablants. Durant la seule année 1981, l'organisation a œuvré en faveur de 74 prisonniers politiques. Ces inquiétudes ont porté essentiellement sur l'emprisonnement pour délit d'opinion, sur les exécutions et les meurtres extrajudiciaires. En 1976, 2 étudiants ont été tués à Benghazi. 2 autres ont été pendus l'année suivante dans la même ville. En 1981, 13 écrivains et journalistes auraient été condamnés à la prison à vie. Plusieurs décès ont été signalés. Ils seraient dus à la torture. Dès 1980, la chasse aux opposants s'étend hors des frontières. Rome, 21 mars 1980. Le corps d'un dissident libyen est retrouvé mort dans le coffre de sa voiture. Dans les 10 jours qui suivent, au moins 10 autres dissidents sont éliminés, comme Mohamed Mustafa Ramadan, journaliste libyen travaillant pour la BBC, abattu de 3 balles à la sortie de la mosquée à Londres. Le pistolet utilisé lors de l'attaque a été fourni aux Libyens par un ancien agent de la CIA. Le 19 avril à Rome, un homme d'affaires libyen est abattu dans un café par 2 hommes armés. Il avait refusé de regagner son pays. Moins d'une semaine plus tard, à Londres, l'un des chefs de l'opposition en exil, un avocat libyen, est tué à la sortie de son bureau. À Bonn, le 10 mai, un ancien diplomate libyen est assassiné, alors qu'il faisait ses courses un samedi matin. Le lendemain, à Rome, un homme d'affaires libyen discute avec 2 hommes au bar d'un hôtel lorsque l'un d'eux l'abat d'une balle dans la tête. À Londres, devant le bureau populaire libyen, des exilés manifestent contre les assassinats. Mais durant les 3 semaines qui suivent, il y aura cependant d'autres meurtres à Rome, Athènes et Milan. Avec la même ardeur qu'il met à éliminer les obstacles mis sur sa route, Kadhafi bouscule l'un des principaux tabous qui pèsent sur la société libyenne. La condition de la femme doit changer. C'est un défi qu'il lance cette fois-ci à la tradition. L'avènement du socialisme passe par l'émancipation de la femme. Turkia incarne cette nouvelle génération. 23 ans, infirmière, active dans des associations féminines. Elle a un enfant et vient de divorcer. Elle est retournée vivre dans sa famille. Autrefois, l'homme pouvait à sa guise répudier sa femme. Aujourd'hui, il faut le consentement des 2 époux. Dans le cas de Turkia, c'est elle-même qui a demandé et obtenu le divorce. La femme, elle a ses droits comme le mari. Lorsqu'elle veut divorcer, elle fait prévaloir ses droits et son mari accepte le divorce. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de vie conjugale possible. Au début, c'était une question d'engagement politique. Moi, je dois me consacrer à la révolution parce que j'y crois. Il faut ajouter que certains hommes, pas tous, traitent la femme comme une prisonnière du foyer. Dans leur esprit, elle ne doit s'occuper que des enfants et de la maison. Moi, en tant que femme, j'ai senti que j'avais un rôle à jouer dans la société. Je vois l'émancipation de la femme comme une récupération de son caractère humain, de possibilités qui ont été
qui ont été prises de la femme par l'homme, justement, dans un but dominateur. Je vois cette libération de la femme non pas en lui octroyant ses droits, en lui offrant ses droits, mais par l'accès de la femme elle-même au poste de responsabilité et à la possibilité de récupérer ses possibilités et ses droits. Est-ce que vous avez personnellement rencontré le colonel Kadhafi? Kadhafi rencontre beaucoup de gens simples parce que lui-même est un guide simple et populaire. Mais vous, personnellement? Je l'ai rencontré plusieurs fois durant des congrès ou avec des délégations. Et qu'est-ce que vous lui avez dit au colonel? Comme il est guide de la révolution, quand on le rencontre, on en profite pour s'imprégner de ses idées. C'est notre guide. Et l'avenir? Comment cette militante fascinée par les idées du guide de la révolution voit-elle son pays quand son fils aura 10 ans? Nous sommes un peuple qui n'a compté que sur lui-même. Nous voulons transformer le désert en verger verdoyant. Le peuple sera éduqué. Chaque membre de notre jeunesse tiendra son rôle et sa place. Et les femmes aussi. Notre guide sera toujours présent pour nous éclairer et pour assister aux réalisations. Dès l'âge de 15 ans, les jeunes filles sont incitées à faire partie des forces armées. À l'Académie militaire de Tripoli, elles peuvent suivre un entraînement physique, politique et militaire. Pour celles qui ont choisi cette voie, c'est un moyen d'échapper à la famille et à la tradition. La libération passe par le maniement des armes. Turkia, pourquoi est-ce que tu as voulu faire du service militaire? Parce que durant cette étape de la révolution, la femme doit aussi accomplir son devoir, d'autant plus que la nation arabe est confrontée à beaucoup d'agressions. Hommes et femmes, nous devons unir nos efforts pour vaincre l'ennemi et nous défendre contre l'impérialisme. Et qu'est-ce que tu as appris au service militaire? Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais tirer et tuer quelqu'un? Bien sûr. Ça pose pas de problème? Non, parce que je suis engagée. Où est-ce que tu étais au service militaire? Est-ce que tu peux en raconter un petit peu la photo qui est derrière toi? Est-ce que je peux parler du Liban? Bien sûr. D'après ce que nous a appris notre guide, nous ne sommes pas des soldats. Nous n'avons pas de grade ni de fonction militaire. Nous sommes des jeunes engagés dans la révolution et dévoués aux idées de Kadhafi, qui cherchent la libération de toute l'humanité. J'ai donc répondu à l'appel et je suis allée au Liban, où j'ai rencontré des jeunes, comme moi, venus de tous les pays arabes, animés par le même esprit. J'ai donc partagé le combat de mes sœurs palestiniennes contre l'ennemi sioniste.
Derrière la gâchette, des visages aux physionomies diverses, qui trahissent parfois des origines lointaines. D'où viennent ces jeunes combattantes? Une première question, de quel pays venez-vous? Arabe de Palestine. Arabe de Libye. Arabe de Syrie. D'Algérie. De Palestine. Palestine. Syrie. Égypte. Pourquoi êtes-vous venu ici au lieu de vous entraîner en Syrie ou dans votre pays? بالنسبة لنا مازال الكليات العربية العسكرية ما فتحت مشان هيك بما اني أول كلية لبينا النداء ودخلنا الكلية. Il n'y a pas d'académie militaire pour les femmes en Syrie, alors comme il y en a une en Libye, je suis venue. Souhaitez-vous regagner votre pays et vous battre? طبعا نرجع لبلادنا اللي ننضم للجيش العربي وندافع ونقاتل معاه من أجل القضية العربية. Bien sûr, nous retournerons dans nos pays respectifs et nous nous battrons pour la cause commune. Que voulez-vous faire après avoir quitté la Jamaïria? تحرير أرض فلسطين المحتلة تحرير أرضنا العربية. Le but principal, c'est de libérer la Palestine et les terres arabes occupées. À côté de cette caserne ouverte aux journalistes étrangers, il existe en Libye une vingtaine d'autres camps, où sont entraînés, hommes et femmes, des militants de mouvements de libération venus du monde entier. Vous soutenez aussi activement de nombreux mouvements de libération à l'étranger. Quels sont-ils exactement? المقاومة الفلسطينية. La résistance palestinienne. حركة تحرير شعب ناميبيا. Le mouvement de libération de la Namibie. فقط يعني هذه الحركات اللي نساندها. C'est tout, ce sont les deux mouvements que nous soutenons. كنا نساند حركة تحرير أنغولا وموزمبيق. Nous aidions avant aussi les peuples angolais, mozambicains et les peuples de Guinée-Bissau, mais ce sont des peuples qui ont eu accès à l'indépendance, qui ont accédé à l'indépendance. C'est la résistance palestinienne qui a bénéficié le plus largement du soutien politique et financier du colonel. En 1972, après l'attaque contre les athlètes israéliens des Jeux Olympiques de Munich, la foule de Tripoli acclame les corps des saints palestiniens tués à la suite du raid. La Libye leur offre des obsèques nationales. Les Palestiniens ont noué à plusieurs reprises des relations étroites avec des groupes terroristes. Cela a valu à Kadhafi l'accusation d'être le principal banquier du terrorisme international. En Europe, on affirme que vous avez apporté votre soutien aux Brigades Rouges en Italie ou à d'autres groupes terroristes qui ne sont pas des mouvements de libération. Est-ce que c'est vrai? أولاً إيطاليا المعنية بهذا الموضوع الموجود هذه المنظمة عندها ما تدعي عليه. Premièrement, l'Italie, qui est la première concernée par cette histoire des Brigades Rouges, n'a jamais soutenu une telle affirmation. Bien au contraire, elle a toujours dénié que la Libye ait quoi que ce soit à voir avec cette organisation des Brigades Rouges. وألمانيا وإسبانيا هذه الدول اللي بها منظمات تسمى إرهابية هي أيضا هذه الدول لم تتهم ليبيا إطلاقا. L'Allemagne et l'Espagne, qui ont aussi chez eux des mouvements dits terroristes, n'ont jamais non plus accusé la Libye. Quant à nous, nous n'avons aucun rapport avec de telles organisations. Il n'y a d'ailleurs aucune justification d'appuyer ou d'apporter un soutien quelconque à des organisations pareilles. نحن ندعم كفاح الشعوب من أجل القضايا العادلة التي تؤدي إلى السلم والحرية والرخاء. Nous soutenons les causes des peuples qui luttent pour des causes justes qui conduisent vers la paix et la prospérité dans le monde. Selon David Newsom, ancien ambassadeur des États-Unis à Tripoli,
Kadhafi a fourni dans le monde entier de l'argent, des facilités d'entraînement et dans certains cas des armes à pratiquement tous les groupes révolutionnaires. La liste irait des sandinistes du Nicaragua à l'IRA provisoire, aux Basques espagnols, aux autonomistes bretons et corses, aux insurgés musulmans d'Asie, ainsi qu'à l'armée rouge japonaise. De même, selon la presse occidentale, il aurait financé la prise en otage des ministres de l'OPEP à Vienne en 1975, une action organisée par le fameux Carlos, qu'on voit ici à l'aéroport d'Alger. De plus, un ancien ministre libyen, Omar El Mehaïsi, assure qu'en 1976, la Libye disposait pour son action terroriste de fonds secrets s'élevant à plus de 500 millions de dollars. À plusieurs reprises, la Libye a accueilli sur son sol des avions détournés par des commandos, comme ce Boeing des Japan Airlines, incendié par l'armée rouge japonaise à Benghazi en 1973. Si Kadhafi réfute les accusations relatives au terrorisme, en revanche, il ne fait pas mystère de sa politique africaine. Il appuie les mouvements anticolonialistes et favorise l'avance de l'islam. À 4 reprises, son armée est intervenue. En 1977, guerre éclair avec l'Égypte et première défaite. Sadat l'appelle le fou de Tripoli. En mars 79, Kadhafi vole au secours d'Amin Dada, attaqué par la Tanzanie, deuxième déroute militaire. Septembre 79, intervention en République centrafricaine. Les soldats libyens arrivent trop tard, Bokassa est détrôné. Enfin le Tchad, 5000 soldats occupent le pays en 1980. Quelques mois plus tard, Kadhafi retire ses troupes. Le bouillant colonel a-t-il l'intention de bâtir un empire dans les pays musulmans du Sahel? À l'appui de ses ambitions, il dispose d'un formidable arsenal, constitué principalement d'armes soviétiques, mais aussi, par souci d'indépendance, de matériel acheté en France, en Italie et en Grande-Bretagne. Il préconise une troisième voie entre capitalisme et communisme. Mais l'hostilité des États-Unis ne risque-t-elle pas de le précipiter dans les bras de l'Union soviétique? Il est en effet extrêmement difficile de maintenir la neutralité dans ce cas. Et c'est pour cela que nous craignons, quant à nous, de voir une escalade de défis américains contre la Libye, de ce qui nous pousserait à nous allier ou nous ranger vers l'autre bloc. Bien que la Libye est neutre et continue à être à l'avant-garde des pays neutres luttant pour la paix dans le monde et pour faire de la mer Méditerranée une zone libre du nucléaire et un lac de paix, elle veut également encourager les courants d'échange, de relations amicales entre les deux rives de la Méditerranée. Elle veut aussi avoir des relations amicales et égalitaires avec les grandes puissances. Seulement, nous sommes confrontés à une politique agressive des États-Unis qui pourrait bien faire que la Libye revoie et revise ses positions. Telles sont les tribulations de la Libye nouvelle, mélange explosif de démocratie qui s'ébauche et de régime autoritaire dominé par un homme qui n'hésite pas à faire éliminer tous ceux qui se mettent au travers de sa route. À la tête depuis 13 ans d'un vaste laboratoire social où la manne pétrolière permet de tout imaginer, Mouammar Kadhafi rejette les modèles étrangers et puise son socialisme aux sources mêmes de l'islam. Nouveau prophète en quête d'absolu, ce fils du désert continue de lancer à son peuple et aux grands de ce monde un défi permanent. Jusqu'où ira ce missionnaire qui prétend tracer la voie au bonheur de toute l'humanité? وفعلا الكتاب الأخضر يمثل إنجيل العصر والدليل على ذلك هو Je dis que le livre vert est les évangiles de l'ère moderne, de l'ère actuelle. La preuve en est la marée de l'avance populaire dans tous les pays, que ce soit en Amérique ou dans l'Occident.
les masses populaires qui envahissent, qui finiront par engloutir les gouvernements, les armées, machines de guerre, pour arriver à un état où ce sont les masses qui tiendront le pouvoir, où le gouvernement disparaîtra complètement. Utopiste peut-être, mais étrangement lucide, Kadhafi conclut son livre vert sur la démocratie par cette phrase. Telle est la démocratie véritable du point de vue théorique. Mais dans la pratique, ce sont toujours les plus forts qui gouvernent.